Les éditions Alexandre Stanky vous présentent Dire non sans culpabiliser de Patty Bratman et Connie Hatch. Narration Sarah Duquesnoy. À Stan et à Fran, avec toute ma gratitude et mon amour. P.B. À Joey, avec tout mon amour et en mémoire de Catherine et Ray Hatch, qui ont su dire non avec sagesse, mais sans exagération. C.H. L'art de disparaître. Quand il demande « Est-ce que je vous connais ?» répondez non. Quand il vous invite à une fête, rappelez-vous de ce que sont les fêtes avant de répondre. Quelqu'un vous dit d'une voix forte qu'il a écrit un jour un poème, saucisse grasse sur une assiette en papier. Puis répondez. S'ils disent « Nous devrions nous voir », demandez pourquoi. Ce n'est pas que vous ne les aimez plus. Vous essayez de vous rappeler une chose trop importante pour qu'on oublie. Les arbres, la cloche du monastère à l'aube. Dites-leur que vous avez un nouveau projet. Il ne sera jamais terminé. Quand on vous reconnaît à l'épicerie, saluez brièvement et transformez-vous en chou. Quand quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans frappe à votre porte, ne vous mettez pas à lui fredonner tous vos nouveaux chants. Vous ne vous rattraperez jamais. Marchez comme si vous étiez une feuille. Sachez que vous pourriez trébucher à tout moment. Puis, décidez de ce que vous ferez de votre temps. Naomi Shihab Nye. Préface. Dire non sans culpabiliser est un livre que j'avais désespérément besoin de lire. Et suis-je heureux de l'avoir fait? C'est l'un des guides les plus utiles qui me soit tombé entre les mains. En mettant en pratique une fraction des conseils qui y sont prodigués, j'ai gagné infiniment plus de temps que ce qu'il m'a fallu pour le lire. Avant même d'en avoir terminé la lecture, j'en récoltais les bienfaits. Peut-on avoir résultat plus rapide? En apprenant à dire non sans en éprouver de la culpabilité, vous économiserez plus de temps que vous ne l'auriez jamais cru possible. Mais plus important encore, vous apprendrez à dire oui à toutes ces choses qui vous tiennent à cœur, que vous avez toujours voulu faire, mais pour lesquelles vous n'aviez jamais de temps, trop occupé que vous étiez à dire oui aux autres et à vous acquitter d'engagements et d'obligations que vous auriez souhaité voir disparaître. En apprenant à dire non, vous vous réappropriez votre existence. Au lieu de vous retrouver en dernière place sur votre liste de priorités, vous aurez à nouveau les commandes de votre propre navire et pourrez prendre vos décisions en toute sagesse et confiance, plutôt que sous l'effet de la culpabilité, de la peur ou d'un sentiment d'être manipulé. Il ne fait pas de doute que, pour la plupart d'entre nous, la vie ne cesse de se complexifier pour devenir complètement frénétique. Nos horaires sont surchargés et la frustration est endémique. On aurait pu croire que la technologie et les gadgets, censés nous faire gagner du temps, auraient résolu nos problèmes, mais dans la plupart des cas, ils ne le font pas. Bien sûr, ces dispositifs nous permettent d'aller plus vite. Mais comme nous n'arrivons pas à dire non, nous comblons le temps qui nous reste en acceptant un nombre croissant de demandes. Malheureusement, on finit par se retrouver avec des horaires encore plus chargés et plus de frustration. On se demande alors comment on va réussir à établir ses priorités et à venir à bout de ses tâches. En apprenant à dire non sans culpabiliser, on peut résoudre ce problème. Il est intéressant de découvrir qu'un simple non approprié et bien senti peut permettre de gagner plus de temps que la technologie la plus complexe. Combien de fois avez-vous pris trop sur vos épaules, personnellement et professionnellement, simplement en disant oui? Combien de décisions avez-vous prises sous l'influence de la culpabilité ou par obligation plutôt que par amour? Combien de fois vous êtes-vous engagé à effectuer une tâche exigeant beaucoup de votre temps et que rétrospectivement vous n'aviez jamais voulu accepter? Que serait-il arrivé si vous étiez parvenu à dire non à une petite partie de ces choses? Que serait-il arrivé si vous aviez préservé vos oui pour les choses qui comptent vraiment à vos yeux? Que serait votre existence si vous viviez comme vous souhaitez vraiment le faire? Longtemps, j'ai cru, comme bien d'autres, qu'il était égoïste de dire non. J'avais tort.
Apprendre à dire non aux demandes inintéressantes ou déraisonnables et à le faire sans éprouver de culpabilité est l'une des meilleures manières d'être moins égoïste. J'ai découvert que quand mes décisions viennent vraiment de mon cœur et ne sont pas le fruit de la culpabilité, j'éprouve une plénitude émotionnelle et suis en harmonie avec moi-même. Je suis certain que vous penserez, comme moi, que quand nos besoins émotionnels sont comblés, notre réaction naturelle est d'aller vers les autres avec compassion, générosité et amour. Je peux vous assurer que, en apprenant à dire non à certaines choses et demandes, je suis devenu beaucoup plus disponible, efficace, rempli de compassion, énergique et généreux à l'endroit des gens, organismes et causes qui me tiennent à cœur. Ma vie, de même que l'univers autour de moi, est meilleure parce que j'ai appris à dire non. Pour décoder ce fonctionnement, songez à comment les choses se passent quand vos besoins émotionnels ne sont pas comblés, quand vous avez le sentiment que votre vie ne vous appartient pas, quand vous éprouvez du ressentiment à ne jamais disposer de temps libre. Quand on est débordé, il est difficile de consacrer son énergie à autrui et encore plus de le faire avec gentillesse. Si je craignais de dire non, c'est aussi parce que je croyais que je blesserais les sentiments d'autrui. Mais, une fois de plus, je me trompais. J'ai découvert, comme les auteurs du livre le soulignent, que la plupart des gens ont énormément de respect pour ceux dont les décisions ne sont pas inspirées par la culpabilité, mais par l'amour et les convictions profondes. J'ai découvert que je peux dire non à pratiquement n'importe quelle demande, en le faisant de manière que l'autre me comprenne. Avec le recul, il est évident que j'ai blessé bien plus de gens quand je manquais de conviction, inventé des prétextes ou été mitigé dans mes décisions que depuis que j'ai appris à dire non sans en éprouver de la culpabilité. Je sais que ce livre porte sur le non, mais je lui dis oui, oui et oui. Les auteurs ont toute ma gratitude et je les remercie de m'aider à m'aider moi-même. Je sais que vous pouvez aussi apprendre à dire non sans vous sentir coupable et ainsi dire oui à ce qui compte le plus à vos yeux. Prenez grand soin de vous. Vous êtes votre bien le plus précieux. Richard Carlson, Ph.D. Introduction. Le pouvoir du non. Introduction. Le pouvoir du non. C'est un mot simple, court et facile à prononcer. Alors pourquoi a-t-on parfois autant de mal à dire non ? C'est qu'il y a de la puissance dans ce mot de 3 lettres. Et comme tout ce qui est puissant, il peut aider ou nuire. Songez au pouvoir que vous exercez rien qu'à le prononcer. Il vous permet de refuser ce rendez-vous à déjeuner dont vous vous passeriez volontiers. Il empêche autrui de vous voler de précieux moments, contribue à faire comprendre à quelqu'un qu'il doit cesser de profiter de vous et peut vous faire économiser de l'argent. C'est un outil indispensable qui vous permettra de consacrer votre temps et vos énergies aux choses qui ont de l'importance à vos yeux. Cependant, justement, parce qu'il est doté d'une telle puissance, le mot non peut être dangereux et doit donc être employé avec discernement. Il risque de décevoir ou de blesser les personnes que vous estimez ou de provoquer leur colère. Chaque fois que vous déclinez une invitation ou refusez d'acquiescer à une demande, vous risquez de susciter friction ou conflit, ce qui peut entraîner un sentiment désagréable de culpabilité. Aïe aïe aïe, je l'ai vraiment contrarié. Si seulement j'avais accepté de l'accompagner à la rencontre de recrutement d'Amway, tout irait bien. De toute façon, je comptais simplement passer un peu de temps seule à la maison. Je n'avais aucune raison de ne pas y aller. Les femmes, qui d'habitude se préoccupent plus que les hommes des relations, semblent avoir particulièrement du mal à dire non. Souvent, elles croient qu'il leur revient de veiller sur le bonheur d'autrui et sont prêtes à tout faire pour accommoder chacun, même si cela signifie qu'elles devront préparer la salade de pommes de terre malgré le fait qu'elles ont déjà la responsabilité du charbon de bois, des glaçons et des parasols.
Autant on ne souhaite pas être rejeté, autant on déteste le faire. Devant une situation susceptible de provoquer de la culpabilité, il est plus simple de sacrifier à la loi du moindre effort. Alors qu'en son fort intérieur, on aurait envie de hurler « Non, va-t'en, laisse-moi seul !» À l'extérieur, on s'efforce de sourire et on prononce le fatidique « D'accord ». Pourquoi apprendre à dire non? Quel mal y a-t-il donc à se montrer accommodant? Absolument aucun. Il est très gratifiant d'offrir son soutien à ceux qu'on aime, d'aider un voisin ou de faire un geste positif pour la communauté. Il est bon de savoir qu'on fait une différence dans la vie de quelqu'un. Le conflit surgit quand on accepte continuellement de faire des choses qui plaisent à tous sauf à soi-même, ou quand on se charge de tâches alors qu'on n'en a ni le temps ni l'envie. Les membres de la famille méritent notre affection et notre soutien émotionnel, mais pas notre dernier gramme de temps et d'énergie. Si l'on doit travailler pour gagner sa vie, ce n'est pas une raison pour se laisser exploiter, dévaluer ou avilir. Un vendeur n'a pas à exercer de pression indue dans le but de nous vendre un bien dont nous ne voulons pas, même s'il s'agit d'un ami. La vie au quotidien présente une foule de situations où l'on souhaiterait dire non. Cependant, trop souvent, on répugne à faire appel au pouvoir de ce mot, alors qu'on ne devrait pas hésiter. Par culpabilité ou par peur de la confrontation, on accepte un nombre croissant de projets, on s'investit dans les priorités des autres, on accepte de participer à des fêtes en sachant qu'on ne s'y amusera pas. Ce faisant, on consacre ses ressources personnelles les plus précieuses, à savoir son temps, ses énergies et son argent, à des choses qui n'ont pour soi aucune importance. Chaque fois qu'on accepte de faire une chose sans enthousiasme ou sans intérêt, on dissipe un peu plus ses ressources. Qu'y a-t-il de si fabuleux à être occupé? Il n'y a pas si longtemps, quand quelqu'un demandait comment on allait, on répondait « Bien, merci, et vous ?» Mais comme le souligne Richard Carlson dans son livre « Don't sweat the small stuff with your family », aujourd'hui on répond « Occupé ». Il ne suffit plus de bien aller. De dire qu'on est stressé est presque devenu un cliché culturel. En cette époque post-dégraissage des effectifs, beaucoup voient leur charge de travail s'accroître, tandis que le soutien qu'ils reçoivent diminue. Quant aux parents qui souhaitent passer plus de temps en famille et rester proches de leurs enfants, notre monde de plus en plus complexe et menaçant ne leur rend certainement pas la chose facile. Comme une toile de fond à cette existence qui se joue en accéléré, on est exposé du matin au soir à la surinformation et aux assauts publicitaires. Chaque jour, nous sommes confrontés à des forces, certaines importantes, d'autres insignifiantes, qui dévorent notre temps, épuisent nos ressources, assourdissent et encombrent notre existence. On se sent exploité et opprimé parce qu'on a le sentiment qu'on n'aura jamais le temps de faire les choses qui comptent vraiment pour soi. On s'inscrit dans la routine quotidienne, boulot, école, enfants, tâches ménagères, obligations extérieures, en se demandant comment il se fait que l'existence semble aussi peu satisfaisante. Il existe une foule de bouquins qui offrent des conseils sur la manière de mieux gérer son temps, de mieux s'organiser et de mettre sur pied divers systèmes permettant d'être plus efficace à la maison et au travail. Les auteurs d'articles de magazines destinés aux femmes nous expliquent comment faire les choses plus rapidement. S'habiller en 5 minutes, se coiffer et se maquiller en 10, préparer le repas du soir en 15, etc. Cependant, on peut ralentir le rythme et éliminer le superflu. Ce livre se fonde sur l'hypothèse que, en apprenant à dire non, on peut mettre un frein à l'agitation et en conséquence se ménager du temps et de l'espace pour les activités favorisant son épanouissement personnel. Comment gâcher ses relations? Tout accepter. Quand on cède à l'habitude de dire oui, dans le but d'éviter un conflit, on ne résout rien. On ne fait que troquer un problème pour un autre. Les conséquences d'une telle attitude risquent d'être plus graves et durables que toute détresse résultant d'un non servi avec finesse. Supposons que, un samedi, votre frère vous demande de l'aider à repeindre sa maison. Si vous n'avez rien de prévu d'autre, aimez travailler à l'extérieur et apprécier la compagnie de votre frère, c'est super. En revanche, si vous aviez l'intention de faire de la voile, si la peinture vous rend malade ou si votre frère vous porte sur les nerfs,
alors cette journée risque de se transformer en un cauchemar, sans compter que vous en voudrez davantage à votre frangin d'avoir gâché votre week-end. Imaginez comment vous vous sentiriez si ce genre de scénario se produisait régulièrement. Peut-être tenteriez-vous d'enterrer votre colère, mais ce ne serait que pour la voir ressurgir peu à peu sous forme de remarques acerbes. Ou encore, vous pourriez la contenir, ce qui entraînerait un sentiment d'impuissance, voire de la dépression. Puis, un jour, vous pourriez en avoir assez et vous quereller comme jamais. Si vous laissez toujours les autres profiter de votre gentillesse, cette dernière pourrait se transformer brutalement en son contraire. C'est encore pire quand, désireux de se montrer serviable, on s'engage à faire des choses dont on s'acquitte imparfaitement, voire nullement. Faire une promesse qu'on ne tient pas consiste à se tendre soi-même un piège dans lequel on tombe inévitablement. Ironiquement, en cherchant tellement à plaire, on risque de passer pour une personne insouciante, qui manque d'égard, est inepte ou irresponsable. Cependant, au-delà des conséquences relationnelles, cette attitude entraîne des problèmes pratiques qui affectent la vie quotidienne de manière tangible et mesurable. En acceptant une invitation malvenue ou en vous engageant dans un projet qui ne présente pas d'intérêt à vos yeux, vous disposerez de moins de temps pour les choses qui importent, que ce soit de jouer avec vos enfants, de vous détendre en compagnie de votre conjoint, de pratiquer la guitare ou l'escalade, ou de vous porter bénévole auprès d'un service d'assistance téléphonique. À l'inverse, la capacité à dire non sans en éprouver de culpabilité permet de se consacrer aux personnes, aux causes et aux valeurs spirituelles qui ont de l'importance à nos yeux. Plus on acquiert de clarté sur ce à quoi on veut dire oui, plus il est facile de dire non à tout ce qui nous en éloigne. Il ne s'agit pas uniquement de se faire plaisir. Supposons que l'une de vos collègues vous demande de contribuer à un organisme de bienfaisance donné. Peu de gens rejetteraient une telle requête. Si vous croyez en cette cause et êtes en mesure d'y contribuer, soit. Mais vous pourriez ne pas souhaiter le faire, que vos raisons soient d'ordre philosophique, pécuniaire ou autre. Que décider alors ? Devriez-vous soutenir une cause en laquelle vous ne croyez pas ou vous départir d'une somme d'argent que vous aviez réservée à celle qui vous tient à cœur ? On peut dire non tout en restant aimable. On peut décliner ce genre de demande sans se transformer pour autant en brute épaisse et sans cœur. Vous pouvez apprendre à dire non avec art et sensibilité. Ce livre vous présente les techniques et les mots qui vous aideront à le faire en virtuose dans de nombreuses situations de l'existence. Il vous aidera à fixer vos limites à ceux qui abusent de vous et à mieux gérer ces aspects de votre existence que les demandes importunes, la surinformation et les exigences incessantes de la vie moderne finissent par éroder. Dans les chapitres qui suivent, vous apprendrez à gérer les demandes déraisonnables au travail et à dire non avec diplomatie aux membres de votre famille et à vos amis. Nous vous présenterons des techniques vous permettant de dire non aux demandes d'argent sans en éprouver de la culpabilité, et ce, dans le cadre d'une approche mettant l'accent sur la générosité dans un contexte plus large. Vous y découvrirez même des moyens efficaces de repousser les transactions commerciales et écarter une fois pour toutes les télévendeurs et la publicité importune. La joie de dire oui. En définitive, dire non est une chose très positive. Comme le temps, l'argent et l'énergie sont extrêmement précieux, on doit apprendre à en user judicieusement. Plus vous les canaliserez vers des projets ayant de l'importance à vos yeux, plus vous serez épanoui et inspiré. Quand on cesse d'investir l'essentiel de sa personne dans des choses qu'on préférerait ne pas faire ou en compagnie de personnes qu'on ne souhaite pas fréquenter, on se rapproche invariablement de ses valeurs profondes, de ses priorités et de ses passions. L'apprentissage de l'art ou non ouvre la voie au oui de l'existence. Une fois qu'on est à l'aise avec le non, un mot que dès lors on se sent justifié d'employer plutôt que de craindre, on possède un talent qui sera source de satisfaction et de joie tout au long de l'existence. S'il est vrai qu'on arrive plus facilement à gérer un emploi du temps chargé en dressant des listes et en étant mieux organisé, ces solutions ne règlent pas entièrement le problème. La maîtrise du non permet de raccourcir ces listes et de procurer un sentiment de plénitude et de calme dont chacun a le plus grand besoin. Nous devrions tous pouvoir consacrer un peu de temps à la poursuite du bonheur, quelle que soit la définition qu'on donne à ce mot.
Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité. L'apprentissage du non peut y aider à y parvenir. Allez-y pour le non. Les auteurs tiennent à vous rassurer sur le fait que chacune des suggestions de ce livre se veut aussi raisonnable, polie et respectueuse que possible. Elles ont passé sans mal le filtre de notre culpabilité. Vous pouvez donc y avoir recours sans crainte. Hormis quelques exceptions, le but ne consiste pas à faire la leçon à une personne ou à la morigéner pour avoir osé vous déranger, mais à vous aider à vous sortir avec élégance d'une situation désagréable. Bien sûr, les réponses suggérées ne seront pas nécessairement appropriées à toutes les situations. Plutôt mourir n'est peut-être pas la meilleure chose à dire à un soupirant qui propose un rendez-vous. Quoique, ça dépend de qui invite. Il vous appartiendra d'en juger. Chapitre 1. Dire non. L'essentiel. Je n'ai vraiment pas envie de passer ma soirée du samedi à garder les 3 enfants de ma voisine. Mais quand elle me l'a demandé, je n'ai pas su quoi lui répondre. Alors, j'ai acquiescé. Ah, si j'avais pu trouver un prétexte. Zut, j'aurais dû savoir que Mike chercherait à m'emprunter de l'argent. Pourquoi lui avoir dit que j'avais obtenu une prime ? Dans ma famille, il y a un événement à souligner pratiquement tous les week-ends. J'aimerais parfois rester chez moi, ne rien faire, mais ça ne semble pas une bonne raison, si bien que, à moins d'avoir quelque chose de précis à faire, je me sens tenue d'y participer. Dans ce chapitre, nous vous enseignerons quelques techniques élémentaires qui vous aideront à dire non plus facilement et à éviter ainsi ce genre de regrets. Pour avoir le courage de faire face aux situations plus complexes, commencez par les plus faciles, c'est-à-dire celles dont l'enjeu n'est pas considérable. Par exemple, dites à votre meilleure amie que vous préféreriez un autre restaurant que celui qu'elle a choisi, à votre mari que vous ne souhaitez pas l'accompagner à la quincaillerie, ou à votre fils qu'il n'aura pas une seconde portion de dessert. À force de vous entendre dire non, vous en arriverez à le faire dans des situations plus délicates. À la longue, la pratique de la saine habitude de dire non devient plus aisée. Vous en arriverez probablement à opter pour quelques phrases efficaces dans les situations que vous devez confronter le plus souvent. Plus vous y aurez recours, plus vous y gagnerez en assurance. Principe essentiel. Dans ce livre, nous mettons l'accent sur certains principes essentiels. D'abord, sachez qu'il est beaucoup plus facile de dire non sans culpabiliser, et pour autrui de recevoir un non quand on fait preuve de générosité. Autrement dit, montrez-vous obligeant avec les membres de votre famille, vos amis, vos collègues et vos voisins aussi souvent que possible, c'est-à-dire quand cela ne constitue pas pour vous un inconvénient ou une cause de stress, et quand vous pouvez dire oui sans éprouver de ressentiment. Profitez-en au passage pour saluer votre générosité. Savoir reconnaître les choses qu'on fait volontiers pour les autres permet d'atténuer son sentiment de culpabilité et d'accroître son assurance à dire non dans certaines situations. Autre principe essentiel. Ne compliquez pas les choses. Les non les plus simples sont aussi les plus efficaces. La plupart des gens ont du mal à dire tout bonnement non sans autre forme d'explication, que ce soit pour annoncer au patron qu'on ne pourra rester tard au bureau, ou pour dire au voisin qu'on ne pourra promener son chien, on se sent tenu de fournir une explication bien souvent fausse. Pourtant, il est rarement nécessaire d'élaborer, d'autant plus qu'on se trouve ainsi sur un terrain glissant. Plus vos explications seront précises, plus il y a de chances que votre interlocuteur A essaie de trouver une solution à votre problème, de sorte que vous puissiez accéder à sa demande, chose que bien sûr vous ne souhaitez pas. B soit vexé parce qu'elle considère que la raison de votre refus n'est pas valable. C vous surprenne à mentir, si c'est le cas. En revanche, si vous répondez « Je suis désolée, mais c'est impossible » ou « Je suis prise ce jour-là », les choses seront claires et votre détermination transparaîtra. Si votre interlocuteur insiste pour connaître vos raisons, ne tombez surtout pas dans le piège d'inventer de nouveaux prétextes dont le seul but consiste à satisfaire quelqu'un qui, de toute façon, n'accepte aucun refus. Plutôt, répétez-vous aussi souvent que nécessaire. Vous pouvez mettre l'accent sur différents mots, en changer au besoin, ou offrir une autre réponse tout aussi vague. Ainsi, au lieu de « je suis occupé ce jour-là », vous pourriez dire « j'ai d'autres projets ».
J'ai déjà pris un autre engagement auquel je ne peux me soustraire. Ou j'ai quelque chose de prévu depuis des semaines. Tenez bon devant une personne impolie, trop curieuse ou agressive. Nul n'a le droit de violer votre intimité, ce qui ne signifie pas que c'est une erreur d'expliquer à quelqu'un la raison d'un refus, particulièrement s'il s'agit d'un proche. Gardez toutefois à l'esprit que vous serez dans une meilleure position si vous offrez un minimum d'explications et vous répétez aussi souvent que nécessaire. Technique de base. Voyons maintenant les techniques de base qui devraient faire partie de votre répertoire. Dans les chapitres qui suivent, vous découvrirez de nombreux conseils vous permettant d'y avoir recours en virtuose. 1. Gagner du temps. Si vous ne deviez suivre qu'un seul des conseils de ce livre, ce serait celui de prendre l'habitude de gagner du temps quand vient le moment de répondre aux demandes. Ainsi, vous éliminerez une partie de la pression qui s'exerce sur vous quand vous n'arrivez pas à dire non avec diplomatie ou quand vous avez simplement besoin d'un moment de réflexion. Des phrases telles que les suivantes vous tireront généralement d'affaire. Je consulte mon emploi du temps, puis je reviens là-dessus. Je demande à mon conjoint si nous sommes pris ce jour-là et je t'en reparle. Je dois y réfléchir, je te ferai connaître ma réponse. Je dois vérifier l'état de mes finances. Je dois d'abord vérifier si j'ai du travail. 2. Le principe. Accompagnez votre nom de « j'ai pour principe de ». Supposons par exemple qu'un ami vous demande un prêt que vous ne souhaitez pas lui accorder. Répondez-lui « Désolé, j'ai pour principe de ne jamais prêter de l'argent ». Votre refus semblera moins personnel. Dans bien des cas, le fait d'invoquer un principe donne du poids et du sérieux au refus. Cela indique que vous avez réfléchi longuement à la question et avez appris par expérience que ce genre de demande était déraisonnable. Cela laisse également entendre que vous avez pris un autre engagement que vous ne pouvez rompre. Quand vous repoussez une invitation en disant « Désolé, nous avons pour principe de dîner en famille tous les vendredis », vous faites savoir à l'autre que vos rituels familiaux sont immuables. Naturellement, quand on cherche une réponse acceptable, il est très utile d'avoir un principe à offrir. Ce qui nous amène à soulever un point important. Pour parvenir à dire non sans éprouver de culpabilité, vous devez réfléchir au principe que vous défendez. Qu'est-ce qui justifie votre refus ? Par quoi souhaitez-vous remplacer les obligations indésirables que vous cherchez à bannir de votre existence ? Quand on a établi ses priorités et sait ce qu'on désire, par exemple, passer plus de temps avec les membres de sa famille, consacrer de l'argent à un projet ou à une cause importante, on se sent plus justifié de dire non, dans la mesure où cela permet d'atteindre ses objectifs. 3. Prévention. Grosso modo, on entend par prévention le fait de ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Dans les arts martiaux, c'est une pierre angulaire de l'autodéfense. Quand on veut éviter un coup de poing, on doit faire en sorte de ne pas se trouver sur la trajectoire du poing. Quand on veut éviter d'être heurté par un train, on doit s'écarter de la voie ferrée. Ce n'est pas aussi simpliste qu'il n'y paraît. Songez-y et vous découvrirez que vous possédez le pouvoir d'éviter de nombreuses situations désagréables qui exigent un non catégorique. Quelques exemples. Un ami vous fait des avances sexuelles répétées, mais vous n'êtes pas intéressé. Votre tactique préventive. Rencontrez-le dans un lieu public en compagnie d'une amie, plutôt que seul à son appartement. Quand vous allez au supermarché avec votre fille de 6 ans, le rayon des céréales est invariablement source de problèmes. Si vous ne lui achetez pas les céréales sucrées qui sont annoncées à la télé, elle pique une crise. Tactique préventive. Faites des réserves des produits que vous privilégiez, de sorte que vous pourrez éviter entièrement ce rayon. Comme vous avez désespérément besoin d'un peu de temps pour évacuer les tensions occasionnées par votre travail, vous décidez de prendre un jour ou deux de congé à la maison. Mais ne voulez surtout pas vous retrouver dans l'obligation d'aller manger avec des amis, faire des emplettes avec votre mère, ou vous entretenir au téléphone avec des collègues de travail. Tactique préventive. Si vous ne souhaitez pas passer du temps avec votre mère, ne lui dites pas que vous êtes en congé. La rétention d'informations est une tactique préventive bien connue. À la maison, laissez votre répondeur faire son boulot et tenir les autres à distance. C'est simple, n'est-ce pas ? Si la prévention n'est pas une solution universelle, elle peut tout de même changer les choses. 4. Redéfinir. J'ai d'autres projets. Il est libérateur d'élargir le sens que l'on prête à cette affirmation. Nombreux sont ceux qui éprouvent de la gêne
à refuser une invitation quand ils n'ont pas de projet en particulier. Mais c'est bel et bien un projet que de passer une soirée tranquille à se laisser tremper dans un bain de mousse ou à lire un bon bouquin. C'en est également un que de consacrer l'avant-midi du samedi à jouer au frisbee avec son chien ou à visionner des vidéos avec ses enfants. Nous devrions tous disposer d'un peu plus de temps libre afin de soulager notre stress ou de nous rapprocher de ceux qu'on aime. N'hésitez pas à l'exiger. Autorisez-vous des projets personnels. Au besoin, inscrivez-les sur votre calendrier et gardez à l'esprit que ces dates sont importantes. 5. Prétexte destiné à sauver la face. Ce livre a pour but de vous aider à dire non. Loin de nous l'intention de vous encourager à mentir dans le but d'éviter certaines situations. Cependant, il n'est pas toujours avisé de dire toute la vérité. L'honnêteté crue est peut-être appropriée quand on souhaite convaincre quelqu'un de suivre une cure de désintoxication, mais pas nécessairement quand on veut repousser l'invitation d'un homme qu'on trouve peu attrayant. Dans des cas semblables, le prétexte destiné à sauver la face constitue en dernier ressort un outil fort utile. Ayez-y recours quand c'est opportun, c'est-à-dire quand vous souhaitez éviter de blesser ou d'embarrasser quelqu'un, et ne risquez pas d'être percé à jour. Se préparer à dire non. Pour que les suggestions présentées dans ce livre vous soient d'une quelconque aide, vous devez être en mesure de les mettre en pratique. Et si le sentiment de culpabilité ou la peur vous empêchait d'ouvrir la bouche? Dire non sans culpabiliser consiste à opposer l'esprit à l'humilité. Avec un peu de préparation mentale, la chose vous intimidera moins. Voici quelques conseils qui vous aideront à le faire avec assurance. 1. Songez aux nombreux noms que vous avez récoltés. Qui ne s'est pas vu refuser une invitation, une faveur ou un privilège, ou n'a pas connu une déception amoureuse? Tout compte fait. Était-ce si terrible? Vous y avez survécu et cela vous a peut-être même réussi. La capacité à essuyer les nombreux refus de l'existence constitue la preuve qu'on peut supporter toutes sortes de rejets et poursuivre sa route. Par conséquent, ne présumez pas que votre nom blessera sérieusement autrui. 2. Apprenez à accepter les noms d'autrui. Ce conseil s'adresse à ceux qui, au point précédent, ont répondu « Oui, c'était vraiment terrible, j'en veux à la personne qui m'a dit non ». Étant donné vos mauvaises expériences, vous pourriez surestimer l'intensité des réactions d'autrui devant un refus de votre part. Ne laissez pas les résidus de blessures anciennes vous empêcher de dire non. Vous n'incarnez pas les personnages cruels et insensibles de votre passé qui vous hantent toujours, professeur, ex-petit ami, patron, voire parent. Et le fait de dire non aujourd'hui ne vous transformera pas en tel personnage, puisque vous le ferez avec compassion et pour de bonnes raisons, n'est-ce pas? Nous le souhaitons. Prenez un peu de recul. À quelle fréquence les gens autour de vous se disent-ils mutuellement non au quotidien? Observez et vous découvrirez que c'est chose courante, dans la plupart des cas, sans conséquence. Gardez cela à l'esprit quand vous devez dire non ou quand vous essuyez un refus. Apprenez à accepter les noms sans sourciller et à les considérer comme partie intrinsèque de l'existence. Ainsi, vous craindrez moins de prononcer vous-même ce mot tabou et donnerez l'exemple du genre de comportement que vous souhaitez voir chez autrui. 3. Apprenez des autres. Certains ont une telle maîtrise de l'art du non qu'on remarque à peine quand ils prononcent ce mot. Leurs propos semblent naturels et honnêtes, leur ton se veut amical et empreint de sympathie, et ils n'hésitent pas à regarder les gens dans les yeux. Tout cela a pour résultat que leur nom semble tout à fait raisonnable et acceptable. D'autres, au contraire, adoptent un ton dur qui respire le reproche. Observez comment les gens s'y prennent pour dire non et tirez-en des leçons. Empruntez les phrases et les manières de ceux qui le font avec élégance. Ne perdez pas de vue le fait que la façon dont on dit les choses a souvent plus d'impact que les mots que l'on emploie. 4. Exprimez-vous haut et fort. Craignez-vous le son de votre propre voix? La question peut sembler ridicule étant donné que vous usez constamment de la parole. Et pourtant, dans certaines situations, bien des gens éprouvent de la difficulté à parler haut et fort. Comme ils craignent de faire trop de bruit, ils ne font que murmurer. En d'autres mots, ils acceptent tout ce que les autres disent. D'où notre conseil de faire travailler régulièrement et vigoureusement vos cordes vocales. Dans votre voiture, faites jouer le CD de votre diva préférée, montez le volume et chantez à tue-tête. Assistez au match de soccer de fiston
et hurlez à plein poumon. Ou encore, suivez un cours de karaté et travaillez à fond vos cris de combat. Bref, faites du boucan. Vous pourrez ensuite pratiquer à voix haute certaines des réponses proposées dans ce livre. Optez pour celles que vous souhaitez dire à une personne de votre connaissance. Essayez diverses formulations. Changez l'ordre des mots jusqu'à ce qu'ils semblent vous venir naturellement et que vous les prononciez avec assurance. À l'aide d'un enregistreur, pratiquez-vous jusqu'à ce que le son de votre voix cesse de vous faire grincer des dents. Tous éprouvent ce sentiment. Quand vous parviendrez à vous écouter parler, vous aurez moins de mal à vous faire entendre des autres. 5. Simulez jusqu'à ce que vous réussissiez. Vous pourriez avoir du mal, de prime abord, à formuler certaines des réponses proposées dans ces pages. Dans ce cas, le bon vieux truc consistant à simuler jusqu'à réussir vous aidera. Imaginez-vous en train de dire non avec force et assurance. Puis, comportez-vous comme si vous possédiez effectivement ces qualités. Les autres prendront note et vous traiteront en conséquence. En un rien de temps, votre force et votre assurance deviendront réalité et vous n'aurez plus à simuler. On conseille souvent à ceux qui veulent faire carrière de se vêtir en fonction du poste qu'ils souhaiteraient occuper plutôt que celui qu'ils ont. De la même manière, plutôt que d'accepter passivement la vie que vous menez et de vous contenter de rêver d'une meilleure, vous pouvez concrétiser vos rêves dès à présent. Même si le cœur n'y est pas tout à fait, prenez les devants et exprimez-vous. Changez d'abord votre comportement et vous y gagnerez en assurance. Croyez-nous, c'est efficace. Se préparer à dire oui. Le dossier des choses inspirantes. Le trop-plein de travail ou d'activité a pour conséquence désastreuse qu'on finit par en oublier ce qui nous enthousiasme dans la vie. Pour vous rapprocher de vos principales sources de joie, vous devez d'abord vous les remettre en mémoire. À cette fin, consultez régulièrement ce que nous appelons le dossier des choses inspirantes. Il s'agit de garder dans une chemise, un album personnalisé ou un tiroir du bureau des éléments évoquant les choses qu'on aimerait faire si seulement on disposait de plus de temps et d'énergie. Prenez quelques notes, jetez des idées sur papier, dressez des listes, conservez des images ou des articles portant sur ce qui vous fait soupirer et rêver. Supposons que vous avez toujours rêvé d'aller au Japon. Vous tomberez un jour sur une belle illustration du mont Fuji. Voilà qui devrait entrer dans votre dossier des choses inspirantes. Ou encore, si vous aspirez à jouer du violon comme Isaac Stern, conservez le programme de cours d'une école de musique, même si vous n'avez pas le temps de vous y inscrire. Ouvrez régulièrement votre dossier et ajoutez-y de nouveaux articles. Chaque fois que vous jetez un œil sur votre collection, imaginez que vous vous rapprochez davantage de l'objet de vos désirs. Laissez vos rêves mûrir et faire leur chemin. Quand on y reste attentif, ils semblent être plus réalisables de jour en jour. Voici un fait vécu qui illustre combien cette approche peut entraîner de grands changements. Il y a quelques années, Patty occupait un poste de rédactrice en chef à Manhattan. Elle vivait dans un studio et devait prendre le métro tous les jours pour se rendre à son bureau. Là, elle feuilletait son calendrier du Sierra Club en s'attardant sur les photos de montagnes majestueuses et de rivières miroitantes. « Je voudrais être à cet endroit », se disait-elle en soupirant avec nostalgie. Il lui vint finalement l'idée qu'au lieu de rêvasser, elle pouvait se joindre au Sierra Club et explorer les merveilles de la nature. Ce qu'elle fit. Dès lors, elle quitta la ville presque tous les week-ends pour pratiquer la randonnée en montagne et sur les pistes du Nord-Est. Sa passion pour le plein air acquit une telle importance qu'elle lui permit de prendre une décision majeure. Elle quitta son emploi, s'installa dans le nord de la Californie et lança sa propre entreprise à domicile. Désormais, au lieu de regarder des illustrations, elle n'a qu'à lever les yeux pour apercevoir une véritable montagne, d'accord, une grosse colline, qu'elle peut parcourir à pied aussi souvent qu'elle le désire. Il lui a suffi d'un simple calendrier et d'un peu d'inspiration. Songez combien le fait de dire non peut améliorer votre existence et vous rapprocher de vos rêves. Maintenant que vous en maîtrisez les éléments de base, il est temps d'entrer dans les détails. Dans les prochains chapitres, vous apprendrez à dire non aux membres de votre famille, à vos enfants, amis, voisins et collègues, aux mendiants, solliciteurs et autres quidam qui pourraient exiger de vous plus que vous êtes en mesure de donner. Chapitre 2. Dire non
aux demandes d'argent. J'ai prêté 7 500 $ à ma fille pour l'aider à verser un acompte sur sa maison. C'était il y a 5 ans et entre-temps, elle ne m'a pas remboursé un seul sou. Mon collègue de bureau n'a jamais d'argent comptant quand nous allons prendre un verre après le travail. Étant donné qu'il gagne autant que moi, comment se fait-il que je suis toujours celui qui paye ? Affamé, sans domicile fixe, tout don sera apprécié. Dieu vous bénisse. Aperçu sur une affiche de carton. Vous souhaitez donner de l'argent ? Il vous suffit de regarder autour de vous pour trouver des tas de gens prêts à le prendre. L'itinérant qui y quête, les multiples organismes qui requièrent désespérément votre soutien, peut-être un membre de la famille que vous pourriez aider à sortir de l'endettement. Pour les aspirants philanthropes, le choix est vaste et leur étendue ahurissante. Cependant, même les philanthropes doivent savoir dire non à l'occasion. Pour vous préparer à ces moments où vous ne souhaiterez pas sortir votre portefeuille, réfléchissez à ce que vous comptez répondre et développez votre aptitude à refuser. Comme en matière d'argent, les sentiments négatifs peuvent surgir brutalement. Une réponse pleine de compassion et dénuée de tout jugement contribuera à minimiser votre embarras et celui de l'autre. Demande de prêt, dire non aux amis. Dans un monde idéal, personne n'aurait à demander à un membre de sa famille ou à un ami de lui prêter de l'argent. Dans un monde quasi idéal, toute personne qui emprunte de l'argent se montrerait responsable et digne de confiance, remboursant sa dette en totalité et dans les délais impartis en y ajoutant des intérêts. Toutefois, dans un monde moins qu'idéal, qui constitue probablement le vôtre, vous devez savoir dire non. Le prix de l'amitié? Bien souvent, l'hésitation à prêter n'a rien à voir avec l'argent, mais plutôt avec ceux qui l'accompagnent. Quand Kate a accepté de prêter de l'argent à une amie qui traversait une période creuse, elle s'est dit qu'elle ne le reverrait probablement jamais. Il y avait des années que Amy, une comédienne en difficulté, n'arrivait pas à trouver ou à conserver un emploi. Elle vivotait grâce à de petits rôles plutôt rares et mal payés, et surtout au soutien financier de sa famille et d'une succession de petits amis. Puis, les fonds se sont taris et sa situation s'est aggravée. Les factures s'accumulaient, on lui a coupé le courant et le téléphone, et elle risquait de perdre sa maison. Bien que, aux yeux de Kate, Amy ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même, elle souhaitait l'aider à sortir de sa crise. Elle lui prêta donc quelques milliers de dollars, sachant que, compte tenu de son endettement, il était peu probable qu'elle la rembourse. Elle avait vu juste, bien sûr. Durant les mois qui suivirent, son amie se remit de ses déboires et reprit sa vie insouciante. Elle fit la connaissance d'un homme prospère, prit des vacances, mangeait au restaurant et passait le plus clair de son temps à dormir, faire des emplettes et voir des amis. Tout cela rendait Kate furieuse. À la place d'Amy, elle aurait fait n'importe quoi et accepté n'importe quel boulot dans le but de rembourser sa dette. Elle se trouvait dans une position inconfortable. Elle pouvait harceler son amie pour l'obliger à la rembourser ou à renoncer à son argent. Il est vrai qu'elle avait un emploi bien payé, alors qu'Amy courait toujours après l'argent. Ce qui, aux yeux de cette dernière, justifiait peut-être son peu d'empressement à s'acquitter de sa dette. Bien qu'elle ait toujours su qu'Amy était irresponsable, Kate entretenait dans son fort intérieur l'espoir qu'elle tiendrait parole, du moins jusqu'à ce que l'argent change de main. L'insouciance d'Amy constituait presque un trait de caractère amusant et ne regardait qu'elle. Cependant, quand Kate devient sa créancière, elle ne put s'empêcher de juger beaucoup plus sévèrement son mode de vie. Désormais, ses intérêts étaient en jeu. Son irritation entraîna une rupture dans leur relation, la confiance, ingrédient essentiel de l'amitié, ayant disparu. Bien que la perte n'ait entraîné pour elle aucune conséquence. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.